J'étais parti pour vous parler de l'histoire d'un développeur expérimenté, 8 ans, 9 ans chez Yahoo, qui tente le coup chez Facebook, qui essaie de rentrer et se faire fouler parce qu'il n'est pas assez bon, et qui au bout du compte, quelques années plus tard, réussit à vendre à cette même boîte, Facebook, peut-être que c'était Meta à l'époque, non, c'était toujours Facebook, une application qu'il a créée et qu'il a réussi à vendre à 19 milliards d'euros. 19 milliards, déjà 19 millions, ça aurait été impressionnant, 19 milliards. Et à ce gars, c'est Yann Koum. Et la chose impressionnante, c'est que c'est le cofondateur de WhatsApp et que son application qui est connue dans le monde entier, elle aurait très bien pu ne jamais exister. Évidemment, en enquillant les longues interviews, les conférences qu'il a données, et notamment la dernière que j'ai vue, c'était à Stanford, quand il expliquait vraiment le détail de son cheminement, on se rend compte que la part des chances est énorme. Et ce qui va à l'encontre de ce qu'on dit souvent, allez-y, travaillez dur, et puis vous allez y arriver. Lui-même le dit que si c'était à refaire, il n'est pas du tout sûr qu'il y arriverait. Mais aussi dans plusieurs façons de faire, plusieurs façons d'aborder les problèmes de manière atypique, il a rendu sa chance possible. Pour le dire vite, il n'a pas joué le jeu de la Silicon Valley. Quand WhatsApp commençait à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui, au lieu de partir dans tous ces délires marketing, relations publiques et essayer de faire beaucoup de vagues, beaucoup de mousse, il a préféré rester sous les radars et vraiment se consacrer à ce que voulaient ses utilisateurs, tout en ayant la capacité à résister à des mauvaises idées de ce que lui proposaient ses utilisateurs. Et là non plus, c'est pas évident de savoir, quand vous avez une app qui commence à décoller, il y a beaucoup de gens qui vont vous suggérer des choses, et qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qu'il faudrait rejeter. Et vous connaissez probablement cette boutade d'Henry Ford qui disait, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils avaient voulu, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Yann Koum bat aussi en brèche cette idée que oui, voilà, vous avez un peu ce rêve américain, tout le monde peut y arriver, avec beaucoup de travail et d'efforts. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup de gens qui ont fait quelque chose, qui a laissé des traces, bien souvent ils partaient pas de zéro. Alors lui, c'est un peu l'exception, parce que souvent on va nous parler de réussite à partir de zéro. Je pense on va nous parler de Microsoft ou de Yahoo, et dire regardez des gens qui ont démarré tout ça dans leur garage. Mais en fait non, quand vous creusez un peu, c'est des enfants de la classe moyenne américaine, moyenne voire moyenne supérieure. En gros, ça veut dire que quand ils démarrent à zéro, ça veut dire qu'ils ont peut-être 100 000 $ au départ entre l'argent de la famille, l'argent des amis, le carnet d'adresses de gens qui appartiennent à la classe moyenne. Yann Koum, lui, c'est vraiment le gars qui est venu avec rien. C'est un immigré ukrainien. Pendant ses études, il bossait même, il faisait des boulots encore plus bas de gamme que juste retourner des burgers dans un McDo. Il était même balayeur pendant ses études d'info. Donc déjà, ça bat en brèche la deuxième chose. Comme je disais, la première, c'est qu'il a résisté. C'est peut-être pas chronologique, mais en tout cas, il a résisté au fait de vouloir faire beaucoup de vagues. Là où tout le monde le faisait, dès que vous aviez une application qui commençait à marcher, il fallait en parler de partout, il fallait que TechCrunch en parle, je ne sais même pas si ça existait à l'époque, ça devait exister. Il faut aller se jeter dans les bras des business angels pour récolter des millions et faire connaître l'application. Lui, il a pris le chemin inverse en fait. Il n'a pas voulu qu'on parle trop d'eux. En revanche, il avait réussi à faire un truc qui pourrait nous servir à nous aussi encore en 2023. Surtout qu'il se passe une autre chose qu'il a connue lui aussi, c'est une révolution. Nous, en ce moment, c'est la révolution des IA. Lui, c'était autour de 2009, il s'est passé la révolution de l'iPhone, à savoir avoir un petit ordinateur dans la poche qui avait la couche complète, la stack complète TCP/IP, plus ensuite la possibilité d'avoir des push notifications. Mais aussi ce qui lui a servi, c'est que contrairement aux autres gars de la Silicon Valley, c'était pas le genre de gars qui se promenait toujours avec le dernier iPhone high-tech. Lui, d'une époque, si vous vous souvenez des années 2000, dites-moi en commentaire, il y avait Nokia qui était une énorme marque de téléphonie. Il y a peut-être 1 milliard de smartphones Nokia qui tournaient. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer. Mais ça l'a sauvé du biais de la Silicon Valley, où à la Silicon Valley, finalement, tout le monde a toujours le dernier iPhone haut de gamme, lui. D'autant qu'il était migrant, donc il avait de la famille à l'étranger encore, et qu'il se déplace à l'étranger. Il voyait bien que entre l'image complètement déformée que peut donner la Silicon Valley et tous les gens qui vivent et qui respirent que Silicon Valley, et lui qui connaissait le reste du monde, il savait très bien qu'il y avait des Nokia, des gens qui avaient des Nokia, des gens qui avaient des BlackBerry. On peut dire il a été sauvé par le fait qu'il était un peu moins déconnecté de la réalité de la Silicon Valley, qu'il fallait qu'il fasse une application qui soit vraiment multiplateforme, qui puisse marcher aussi bien sur les différents Nokia et pas les plus haut de gamme. Quand son application a commencé à marcher, il recevait des demandes de gens qui avaient des Nokia moins haut de gamme, et au lieu de les prendre de haut, je disais c'est pas grave, hein, moi je m'intéresse qu'aux gens qui ont les moyens d'avoir le dernier smartphone. Il ajoutait à chaque fois le support de ses différents clients, donc de ses différents devices plus bas de gamme. Sa première application, c'était quoi? C'était une application de statut. Le truc, la fausse bonne idée par excellence. À l'époque, c'était surtout chez les développeurs, il y avait des choses comme IRC, Internet Relay Chat, qui marchait bien, et la première chose que vous faisiez, c'est que vous demandiez à la personne, en gros, vous vouliez connaître son statut. En gros, est-ce que tu es dispo pour parler?
à tel point qu'il y avait parfois des choses, des acronymes tels que FAKey pour dire Away from Keyboard, donc c'est pas la peine de commencer à parler, je suis pas là, ou en meeting, ou je ne sais quoi. Donc il a créé son application. C'était l'époque où il y a eu le premier iPhone, donc il avait acheté son iPhone. Il avait sa culture Nokia, qui faisait qu'il était habitué, un Nokia qu'il avait jailbreaké, donc il était habitué à avoir des capacités réseau assez avancées qu'il n'avait pas d'autres smartphones. Et quand il a vu donc sortir l'iPhone avec cette couche complète TCP/IP, et surtout quelques mois avant avec un SDK qui était sorti, là il s'est dit tiens, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Le problème c'est que le truc qu'il a fait, c'était pourri, c'est un truc, le truc qu'il a fait c'est quelque chose qui intéressait personne. C'était une appli de statut, ça devait juste servir à connaître le statut des gens qui étaient dans votre carnet d'adresse, donc grâce à l'API qui permettait de requêter le carnet d'adresse, plus la stack complète TCP/IP, et plus tard les push notifications, de savoir quel était le statut des gens. Sa chance, c'est qu'au départ, l'App Store existait depuis peu, donc il y avait peut-être 1 millier d'applications, donc son appli s'est fait remarquer. Mais là, on aurait pu se dire, c'est facile, à l'époque, tout était à faire. Souvenez-vous qu'il y a régulièrement des époques où tout était à faire. Nous, en ce moment, c'est l'époque de l'IA. Donc lui, en 2009, son appli a pu se faire remarquer, les gens l'installent, les gens s'en servent pas. C'était clair, dans les logs, ils le voyaient clairement. Fausse bonne idée. Là, franchement, ça aurait pu être tentant de se dire, tant pis, je laisse tomber, hein, je retourne bosser, je repasse des entretiens chez des boîtes moins exigeantes, et puis je recommence ma routine de développeur. Mais il a eu de la chance, de nouveau, c'est d'avoir ce profil atypique. Comme c'était un émigrant, donc il avait encore de la famille en Ukraine, il avait de la famille, il avait des amis aussi dans plusieurs pays d'Europe. Donc il avait constaté que les SMS étaient super chers, c'était pas toujours fiable, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un fil de discussion. Vous savez, aujourd'hui, quand vous envoyez un SMS, on vous envoie une réponse, vous répondez, ça fait un fil de discussion. À l'époque, c'était pas le cas. Il y avait pas mal d'ennuis, mais l'avantage du SMS énorme, c'est que vous n'aviez pas besoin de vous créer un compte, vous n'avez pas besoin d'avoir un identifiant, vous n'aviez pas besoin d'avoir un PIN number. Et c'est là qu'il a eu l'idée de se dire, tiens, je vais me créer un chat qui aura les avantages du SMS, c'est-à-dire qui vous dispense de créer un compte, qui vous dispense de recréer ce compte quand vous êtes à l'étranger, que vous avez oublié vos identifiants, donc vous êtes obligé de recréer un nouveau compte, qui vous dispense aussi d'avoir à recréer des listes d'amis, parce que grâce à l'API fournie par le SDK de l'iPhone, il était possible de taper dans ces listes de contacts, plutôt que de rester sur son application qui sert qu'à connaître le statut de quelqu'un, qui a été un bid énorme. À ce moment-là, il s'est dit, autant en faire une messagerie qui dispensera les utilisateurs à créer leur propre un compte supplémentaire et se servir simplement de leur numéro de téléphone pour pouvoir communiquer. Là où de nouveau, il a eu un avantage par rapport aux gens 100% Silicon Valley, c'est que lui, il avait conscience que le reste du monde ne se servait pas forcément d'iPhone. Lui était un fan de Nokia, il avait notamment un Nokia 6610 jailbreaké, et donc il a tout de suite voulu que son application soit utilisable pas uniquement par des gens qui ont le dernier iPhone le plus cher. Il avait bien conscience qu'il y avait le reste du monde qui n'était pas forcément sur l'iPhone, et que le reste du monde était encore beaucoup sur des Nokia, sur des BlackBerry, sur des téléphones Android, et pas que sur les modèles les plus haut de gamme. C'est ce qu'il lui a fait dire clairement dans la dernière conférence que j'ai vue de lui, une conférence à Stanford, donc plus orientée business, mais en même temps on voyait bien, comme il donnait des détails techniques, les gars devaient quand même avoir des connaissances tech, comme nous, et ça peut s'appliquer à nous aussi en 2023. Ce qui fait que WhatsApp a marché et que d'autres apps comme celle-là peuvent marcher, c'est il faut qu'elles permettent à des utilisateurs de faire quelque chose plus facilement et si possible de le faire moins cher. Là, exactement le problème qu'il avait eu à l'époque, c'était que les SMS étaient chers. Quand vous voulez communiquer avec des gens, je sais pas, quand vous êtes en France, vous devez communiquer avec des gens qui sont en Italie, en Belgique, en Suisse, en Espagne, et à l'époque ça coûtait cher, c'était presque 1 euro le SMS. Et donc ça veut dire aussi, il faut que le problème que vous essayez de résoudre, il concerne beaucoup de monde. Si vous trouvez un problème qui concerne que 10 personnes, à moins qu'elles soient excessivement riches et qu'elles veuillent acheter votre application à 10 000, 50 000, 100 000 $, il y a peu de chances que votre app ait du succès. Et là, de nouveau aussi, où il a été très fort, et c'est comme ça qu'il a réussi finalement à conquérir le monde avec son application, c'est que très vite, il a pris au support des gens qui étaient parfaitement bilingues. Donc, je sais pas, s'il commençait à voir que son application commençait à marcher au Brésil, il fallait que sur le support, il y ait des gens qui parlent parfaitement portugais, ou je sais pas, que l'app commence à marcher en Espagne, il faut qu'il y ait des gens qui parlent vraiment couramment espagnol. Donc, au lieu de mettre son blé, comme font tellement de gens quand ils ont une application qui commence à marcher dans le blabla, dans les relations publiques, dans le marketing, il a préféré rester sous les radars. Moins on parlait de lui, à la limite, mieux c'était. Et ensuite de faire plutôt ce que les gens voulaient. Mais là aussi c'est le piège. Quand les gens veulent quelque chose, parfois ils veulent des choses parce qu'ils sont habitués. Donc au bout d'un moment, il s'était rendu compte qu'il y avait des clients qui lui demandaient des trucs intéressants, comme avoir des chat groupes pour pouvoir chatter à plusieurs, entre plusieurs membres de sa famille ou de son boulot. Ça ok, c'était une bonne idée.
de pouvoir envoyer des photos par chat. Nous, aujourd'hui, ça nous paraît normal, mais à l'époque, ça n'existait pas dans la première version de WhatsApp. Une fois qu'il était passé de l'application qui sert que à faire du statut à l'application de chat, je me suis dit, bon, ok, ça peut s'ajouter, à ajouter des messages vocaux, ça aussi, c'était faisable. Par contre, il y a des gens qui voulaient des choses uniquement parce qu'ils étaient habitués à la chose. Des gens qui auraient voulu qu'il y ait un compte avec un PIN number parce qu'ils étaient habitués à d'autres applications qu'ils avaient utilisées dans le passé. Et en fait, ils voyaient pas l'intérêt à ce que justement, le simple fait d'avoir un numéro de téléphone et votre smartphone sur vous, ça devait suffire, qu'il ne fallait pas qu'il y ait l'étape supplémentaire, de doublonner votre carnet d'adresses pour ajouter des gens. Et là aussi, on sort un peu du cliché du self-made man qui arrive tout seul à faire un truc. Qu'est-ce qui fait aussi qu'il a réussi à faire grandir une boîte comme WhatsApp? C'est tout simplement le fait qu'il avait déjà vu, en bossant 9 ans chez Yahoo, ce que ça voulait dire d'un point de vue aussi bien technique, surtout technique dans son cas que commercial, une boîte qui doit grandir, qui doit passer simplement de simple start-up à boîte internationale. Donc dès que vous montez votre boîte, c'est la première chose quand vous faites votre prévisionnel sur 3 ans et que vous allez avoir une banque. La banque, elle veut voir s'il y a une bonne adéquation homme-projet ou femme-projet. Voilà, là on peut dire dans son cas, il y avait cette bonne adéquation homme-projet. Donc c'est pas simplement le gars qui a une idée, hop, et puis qui tombe, ensuite, c'est comme s'il avait découvert une mine d'or, c'est qu'il y a eu aussi le fait qu'il savait très bien à quoi il allait être confronté s'il voulait passer de sa petite start-up à ce qu'est devenu WhatsApp, une boîte mondialement connue. Là aussi, mais ça c'est sans doute parce qu'il a eu un passé tech chez Yahoo, il y a des moments où WhatsApp était à genoux, ils avaient des grosses coupures, du coup ils ont appris déjà anticiper les périodes où c'était évident que l'appli allait être très normalement utilisée, ne serait-ce qu'à Noël ou au Nouvel An, et aussi ils ont mis un bon système de monitoring en place. Et également ce qui était intéressant, c'est que dans la fameuse conférence de Stanford, un étudiant lui a demandé, finalement, est-ce que vous n'êtes pas senti menacé quand iMessage est sorti et quand ensuite il y a eu Facebook Messenger? Mais lui, il avait un atout qu'avait pas les autres à ce niveau-là, c'est que la répartition géographique qui caractérise l'utilisation d'une application comme WhatsApp par rapport à iMessage ou à Facebook Messenger, c'est que d'un côté, il y a les USA et l'Australie, qui eux sont à fond sur ce genre d'application type iMessage, mais lui, il savait qu'il y avait le reste du monde. À aucun moment il est resté uniquement avec ses œillères américaines, en tout cas anglophones, en se disant il faut que je fasse un truc qui marche uniquement aux États-Unis. Ensuite, au moment où sa boîte a commencé à prendre, où il a vu que ça commençait à marcher, que non seulement son application était installée, mais en plus utilisée, et que les utilisateurs lui avaient demandé, lui suggéraient des choses comme les groupes chat et la possibilité d'envoyer des médias dans les messages. Le cofondateur de cette boîte, c'est Brian Acton, qui lui avait passé encore plus de temps chez Yahoo, 11 ans chez Yahoo. Si bien qu'après, ils ont pu taper dans leur carnet d'adresses, l'un et l'autre, soit aller recruter des gars qui, comme eux, s'étaient arrêtés et soit étaient au chômage pour les uns, soit étaient sur un boulot qui les emballait pas plus que ça parce que, en gros, ils se faisaient enfler sur les stock options qu'on leur promettait qui arrivaient jamais. Et aussi, ils avaient été assez habiles pour recruter des monstres, notamment sur tout ce qui était FreeBSD, parce que là aussi, d'ailleurs, une autre façon de faire les choses différemment. Là où tout le monde était sur Linux, eux, ils étaient sur FreeBSD, alors qui est utilisé notamment par des consoles, de nos jours encore. Je crois que la PlayStation et la Switch utilisent FreeBSD. Bon, après, si vous êtes expert sur la question, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je crois qu'il y a eu une histoire, FreeBSD c'est un Unix, mais qu'ils ont eu des problèmes avec AT&T, ils ont eu un procès, donc c'est un Unix sans en être un. Enfin, c'est un truc. Là, je rentrerai pas dans le détail. Moi, je suis qu'un touriste de Linux. Je m'en sers pour des choses ponctuelles. Et on peut voir que là aussi, ils ont utilisé aussi Erlang comme langage parce que c'est un langage très connu pour tout ce qui était réseau très solide. Je peux vous mettre en lien si je la retrouve une vidéo sur Erlang. Vous voyez les créateurs d'Erlang qui font une démo d'une intervention sur un PABX. Qui permettait donc de gérer les communications téléphoniques d'une entreprise et de montrer comment ils pouvaient débugger, puis pousser le correctif et tout ça sans interrompre la disponibilité de la téléphonie dans l'entreprise en question. Voilà, donc ils avaient choisi Erlang plutôt que ce qu'auraient choisi à l'époque des gens de la Silicon Valley comme langage. Ce qui aurait pu être peut-être du Java ou du PHP. Dites-moi à l'époque si vous avez une idée plus précise, mais voilà, ils étaient déjà également sur une stack assez atypique, mais qui correspondait à ce qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont résisté aussi aux effets de mode, qu'il faut utiliser tel stack, tel langage. Et donc là où ils ont été habiles, c'est que pour recruter des mecs qui avaient un profil bien tech, on les a appâtés purement sur de l'argent, des stock options et autres, ils allaient voir un collègue qui était vraiment très trapu techniquement,
Et en lui parlant, on a ce problème sur FreeBSD, quand on monte en charge, on a tel souci technique et autres. Et le gars, comme c'était ça son truc, à la limite, gagner un peu plus de stock options ou moins, ça n'allait pas lui changer la vie, mais il savait que c'était un gars qui adorait résoudre des problèmes complexes, et c'est comme ça qu'ils ont recruté ce gars-là. Là où pour les autres, c'était davantage sur le fait d'aller bosser dans une boîte dont le produit était déjà bien connu, et dont eux-mêmes peut-être étaient les utilisateurs. Et comme je vous le disais précédemment, avoir un support avec des gens bilingues, vraiment bilingues, selon la zone géographique qu'ils voulaient cibler. Là, on se rend compte qu'à notre époque, ça n'a pas changé. Les gens, dès qu'ils ont une idée d'application, le premier truc qu'ils essayent de faire, c'est avoir des business angels, lever des fonds pour au bout du compte sortir un produit dont pas grand monde voit l'intérêt, ou en tout cas qui ont peut-être déjà l'équivalent, qui ne voient pas l'intérêt de changer d'habitude. Donc c'est bien plus qu'une simple histoire de revanche. On a eu quand même affaire à des gars qui ont pris le contre-pied d'à peu près tout ce qui se faisait à l'époque, et qui continue à se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez une app et que, je sais pas, TechCrunch commence à parler, vous pensez, ça y est, c'est gagné. Puis ensuite, elle peut finir dans l'oubli, comme tant d'autres, malgré des financements que vous avez obtenus. Et aussi, de pas prendre peur pour des choses qui devraient pas être plus effrayantes que ce qu'elles ont l'air. Par exemple, avec iMessage, toujours dans cette conférence à Stanford, où il disait clairement, vous savez, en dehors de la Silicon Valley, 80 à 90% des utilisateurs, ils ont un device Android. Donc le fait que iMessage sorte, il n'a pas dit que ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre, mais ça voulait dire ça en gros. C'est son aspect habituel de grosse boîte qu'on aurait pu imaginer faire comme toutes les autres, essayer de créer un besoin, essayer de récolter beaucoup d'argent, faire beaucoup parler de soi. Ils ont été vraiment à contre-courant. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'était finalement plus intéressant que le développeur foulé par Facebook et qui a fini par créer WhatsApp. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.